Merci et bonjour à tous. Comme vous l'avez précisé, moi j'ai un regard peut-être un petit peu différent de mes trois camarades de ce matin, à savoir que j'ai un point de vue journalistique. Je ne suis pas universitaire, je travaille sur plusieurs domaines en journaliste indépendant. Effectivement, je dirige la collection Lettres africaines chez Actes Sud, mais en même temps, je programme un festival de littérature à Angoulême chaque année depuis 20 ans qui s'appelle Littérature métisse, donc qui mêle les littératures. Le mot métis est à entendre dans tous les sens possibles du terme. Ce n'est pas un métissage génétique, c'est un métissage linguistique, géographique. Je travaille avec un théâtre qui s'appelle à Paris le Tarmac, et qui est un théâtre voué aux dramaturgies francophones non françaises, ou du moins non hexagonales. Et pour ce théâtre, je fais un certain nombre d'écrits, les journaux qui accompagnent les pièces, la brochure de saison de ce théâtre, et puis j'y organise des rencontres qu'on appelle les rencontres en écho, c'est-à-dire en écho aux pièces qui sont programmées. Je propose un certain nombre de rencontres littéraires. Donc j'ai un point de vue un petit peu différent sur ces littératures, et je travaille néanmoins sur les littératures africaines principalement, et ce depuis que j'ai eu la chance lorsque j'étais étudiant il y a fort longtemps, j'ai eu la chance d'avoir comme professeur Maryse Condé. Et Maryse Condé, jeune femme guadeloupéenne à l'époque, m'a ouvert des horizons que je ne soupçonnais pas à l'époque. Je n'avais jamais mis les pieds en Afrique, je n'avais pas d'ascendance africaine à aucun stade de ma famille. Et Maryse Condé me fait découvrir les auteurs francophones. Et si je dis tout cela, c'est parce que je pense que ça constitue aujourd'hui la manière dont j'approche ces littératures. Je découvrais avec ces auteurs francophones des auteurs vivants. Or, j'appartiens à une génération qui, au collège, au lycée, à l'université, n'avait étudié que des morts. Un écrivain était un mort. Camus venait de mourir, Sartre un peu sulfureux. Alors, il y avait Prévert, qui était l'exception absolument notable, et sinon, tous les autres écrivains étaient des morts. Et là, Maryse Condé arrivait avec ce que l'on appelait à l'époque, et le terme est important, les littératures négro-africaines. Et ces auteurs étaient vivants. Vivant parce que pas mort, mais aussi vivant parce que très actif dans la vie de la cité. L'un était président de la République, l'autre était député, le troisième était un opposant politique majeur, le quatrième était un militant syndicaliste. Bref, des gens qui étaient actifs dans la vie de la cité. Le politique et le poétique faisaient bon ménage. Ils étaient même extrêmement liés dans ces littératures. Si j'ajoute que ces auteurs me parlaient d'horizons que je découvrais et qu'ils le faisaient avec des mots qui étaient des mots plutôt neufs, tout cela a fait que j'ai été séduit par ces littératures et que je n'en suis pas sorti d'une certaine façon. Si j'ai employé tout à l'heure le terme de littérature négro-africaine, c'est parce qu'il était employé à l'université. Il avait été précédé par un autre, on parlait volontiers des littératures noires ou des littératures nègres, comme on a pu parler de l'art nègre. Et puis on est arrivé aux littératures négro-africaines. Et puis peu à peu, quand on évolue, on arrive aux littératures africaines. Moi, j'aime bien parler des littératures africaines au pluriel pour marquer la dimension du continent. On a trop l'impression en France que l'Afrique fait un tout monolithique. Or, lorsqu'on va dans ce continent, et j'ai eu l'occasion d'y aller beaucoup, ce continent est multiple comme les autres continents. Et il y a largement autant de différences entre, je ne sais pas, le Cameroun et le Burkina Faso qu'il peut y avoir de différences entre la Suède et le Portugal, par exemple. Ou entre le Japon et un autre pays de l'Asie. Je ne veux pas m'immiscer dans des dans des regards qui ne me concernent pas tout à fait. Donc, les littératures africaines au pluriel. Ces auteurs sont arrivés sur la scène littéraire, je crois, avec la première volonté, c'est une image, mais elle me semble assez juste, de s'emparer de l'appareil photo et de prendre eux-mêmes la photo, de ne plus être celui qui est photographié, de ne plus être celui que l'on observe, même si le regard est bienveillant, de ne plus être sur la photo, mais d'être le photographe. Voilà comment nous sommes, comment sont nos paysages, comment sont nos amis et nos frères.
voilà, et les montrer au monde. Ça a été la première démarche de ces auteurs. Très vite, le politique, comme je l'ai dit, s'est mêlé à cela. Il y a eu effectivement une revendication de liberté, d'indépendance. C'est la phase qui arrive jusqu'aux années 60. Et puis, peu à peu, des écrivains sont arrivés en disant « Mais ça ne suffit pas de se revendiquer noir. » La négritude de l'époque de Senghor ou de Césaire, ça ne suffit pas d'avoir une revendication politique. Nous avons aussi envie d'affirmer une identité individuelle. En gros, ces littératures entre 1950 et 2000 sont passées, c'est une formule, mais de la littérature du nous à la littérature du je. Pendant tout un premier temps, me semble-t-il, les auteurs africains ont dit nous. Nous les Noirs, nous les Africains, nous les Camerounais, nous les Maliens. Puis peu à peu, ces dernières années, les écrivains ont revendiqué un je. Je vais vous raconter ma petite histoire d'amour. Ça n'engage pas forcément ma race, mon peuple, mon continent. Ça n'engage que moi. Et on a vu arriver des individualités. Regardez par exemple l'évolution qu'il y a pu y avoir entre deux titres emblématiques de ces littératures africaines. 1953, L'Enfant Noir. Un Guinéen raconte son histoire et on titre ce livre « L'Enfant Noir » comme s'il y avait une valeur absolument universelle. Je vous raconte, moi, ma petite histoire de Parisien et je mets comme titre « L'Enfant Blanc ». Bon. Ben oui, ça fait sourire et l'enfant noir, tout le monde trouvait normal, comme tous les enfants noirs se ressemblent. Donc. 40 ans plus tard, on publie les mémoires de Amadou Hampâté-Bâ. Le livre s'appelle « Amkoulel, l'enfant Peul ». Amkoulel, tout d'un coup il a un nom. Ce n'est plus l'enfant noir, mais c'est l'enfant Peul. La focale a été resserrée. L'évolution m'apparaît extrêmement importante. Donc, on arrive peu à peu à l'émergence aussi d'individualités. C'est à la fin des années 90 que l'on commence à voir émerger de véritables têtes de liste, de véritables stars de ces littératures. Pendant longtemps, cela n'existait pas. Je me souviens d'une époque, il y a 25 ou 30 ans, si dans une bibliothèque, on me disait « je voudrais inviter des auteurs africains, qui est-ce qui peut faire venir un peu de monde ?» Personne. On était incapable de citer un nom. Il y avait Senghor, mais il était président de la République, il n'allait pas se déplacer dans une bibliothèque le soir pour parler de sa littérature. Et il n'y avait aucun nom dans le monde francophone subsaharien susceptible de dire ce soir, il y aura 30, 40, 50 personnes. Aujourd'hui, les choses ont évolué. L'une des frontières où la chose a basculé, c'est la carrière d'Amadou Kourouma. Amadou Kourouma publie son premier livre en 1968, Les Soleils des Indépendances. C'est un livre qui a une destinée extraordinaire, qui est un livre qui ouvre des voies pour ces littératures, mais qui, en France, passe dans un premier temps totalement inaperçu. Il est tout d'abord connu en Afrique et il est ensuite connu en France. Amadou Kourouma a du mal à publier son deuxième livre, ça on ne le sait pas souvent, mais le deuxième livre d'Amadou Kourouma, Monnaie, outrage et défi, est longtemps resté dans ses tiroirs parce que les éditions du Seuil ne s'intéressaient plus à sa littérature à ce moment-là. Il publie un deuxième livre, c'est un peu encore l'indifférence, et puis fin des années 90, tout d'un coup, Amadou Kourouma obtient 3 prix littéraires majeurs en France. Il obtient le prix du Livre Inter, par définition un prix littéraire extrêmement médiatisé. Il obtient le prix Renaudot, c'est le deuxième prix littéraire le plus important. Et il obtient le prix Goncourt des lycéens, et il touche à ce moment-là l'univers de l'enseignement scolaire. Donc il devient un écrivain vedette. Moi, je me souviens avoir fait des rencontres avec Amadou Kourouma avant. Lorsqu'il y avait 10 personnes, on était très contents. Suite à ces prix littéraires, il y avait des salles de 200, 300 personnes pour venir entendre Amadou Kourouma. Il y a une espèce de frontière très importante. Et si on arrive ces dernières années, pour revenir à la demande de là ou du bibliothécaire demandant quel écrivain il pourrait faire venir dans sa maison, si je dis aujourd'hui Alain Mabankou, si je dis Léonora Miano, si je dis Fatou Diom, voilà par exemple 3 écrivains qui sont absolument sûrs de réunir du monde dans une bibliothèque comme n'importe quel autre écrivain européen de renom.
Donc évolution de ce point de vue-là. Évolution sur le plan de l'édition. Longtemps, les auteurs africains ont été confinés dans des maisons d'édition spécialisées, à l'exception notable du Seuil, des éditions du Seuil. Mais sinon, c'était souvent dans des maisons d'édition spécialisées. La critique littéraire était longtemps une critique littéraire qui était vouée aux auteurs africains. Un livre africain était lu dans la presse par le spécialiste politique de l'Afrique, et non pas le spécialiste littéraire. Regardez les signatures, vous verrez que ce sont plutôt des spécialistes politiques qui signent ces papiers et non pas des critiques littéraires. Aujourd'hui, un livre africain est évidemment critiqué par un critique littéraire comme n'importe quel autre livre du monde. Le public a évolué. Dans les années 70, quelqu'un qui lit en France, quelqu'un qui lisait un auteur africain était souvent quelqu'un qui était lié d'une manière ou d'une autre au continent. Je travaille en Afrique ou j'ai travaillé en Afrique. Mon père a travaillé au Cameroun. Mon frère a épousé une Malienne. Ma sœur a épousé un Congolais. J'ai un lien avec le continent et je vais m'intéresser à la littérature de ce continent, souvent du pays concerné. 10 ans, 15 ans plus tard, on est dans les années 80. Deuxième type de public, le public militant. Je milite pour une cause politique et je lis des livres qui ont trait à ce militantisme. Autre type de militantisme, j'ai un militantisme du type je vais aider à la construction d'une école, à la construction d'un puits, au Burkina Faso par exemple, et je vais m'intéresser à la littérature parce que j'ai eu un centre d'intérêt qui m'amène à ces livres. Et puis aujourd'hui, troisième cercle beaucoup plus large, dans les années 90, années 2000, on arrive à toucher un public de lecteurs. Quelqu'un qui lit aujourd'hui Léonard Amiano, Alain Mabankou, Fatou Diom, sont des gens qui vont le lendemain lire un auteur qui vient de Tchéquie, un autre qui viendra du Pérou. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux littératures du monde et on s'intéresse aux littératures africaines pour le contenu littéraire et non pas pour un biais politique ou humanitaire. Sur le plan des thématiques littéraires abordées par ces auteurs ont abordé, je parle toujours des auteurs de l'Afrique subsaharienne, ont abordé des thèmes nouveaux par rapport à leurs aînés. Par exemple, l'émigration. L'émigration populaire, prolétaire, dans les littératures du Maghreb était très présente. Driss Raïbi, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple, racontait dans les books ce qu'était la vie d'un travailleur émigré à Paris. Et ce, depuis fort longtemps, dans les années 50. Dans les littératures africaines, c'est moins vrai. L'émigré était souvent un étudiant qui peut, dans le roman, arriver à travailler dans une usine. Mais c'est un étudiant. Il sait qu'il va repartir. Il sait qu'il va retourner dans son pays. Il n'est pas un émigré comme peuvent l'être. Si je vous dis, par exemple, c'est l'histoire d'un homme qui quitte le Mali pour des raisons économiques, qui se retrouve à Paris, qui balaye les rues de Paris et qui vit dans un foyer en banlieue parisienne, par exemple à Montreuil, c'est un roman qui n'existe pas. Il y a des témoignages sur ces livres, il y a des récits, mais il n'y a pas de roman populaire prolétaire. Oui, il y a quelques exemples, et vous allez avoir le docker noir d'Ousmane Sembène parce qu'il a été lui-même docker sur le port de Marseille. Comme ça, il y a quelques exceptions, mais globalement, l'immigration prolétaire n'est pas présente dans ces littératures. Elle arrive, là, dans les années 80-90, et arrive aussi une autre thématique, c'est le phénomène d'urbanisation. L'Afrique s'est urbanisée, comme l'Europe s'est urbanisée préalablement. Regardez les lieux de naissance des écrivains. Longtemps, les écrivains sont nés vous regardez la date, le lieu de naissance, ce sont des villages, on ne les connaît pas. Aujourd'hui, les lieux de naissance des écrivains, ce sont des grandes villes. Et leur univers littéraire est un univers urbain. Les titres en témoignent. Les titres des romans sont là pour prouver qu'on est dans un monde urbain. Un monde urbain, le romancier il s'intéresse aux choses qui bougent. Il va aller la nuit, il va aller dans les quartiers interlopes, il va aller dans les quartiers chauds. Quartier chaud, monde interlope, on a les ingrédients du roman policier. Et le roman policier arrive dans les littératures africaines ces 15 dernières années. Là encore, quelques exceptions, mais la grande masse des
des romans policiers apparaissent il y a moins de 15 ans. Autre aspect aussi, je liste comme ça des thématiques nouvelles. L'enfant noir que j'évoquais tout à l'heure est devenu, avec les années 90 et 2000, un enfant soldat. Une des thématiques majeures de ces littératures, thématique extrêmement grave, mais c'est la réalité du continent qui a fait que les écrivains se sont emparés de cette thématique. Les enfants soldats sont devenus des personnages de romans. On les trouve chez Kuruma, on les trouve chez Waberi, on les trouve chez Dongala, on les trouve chez Tierno Monenimbo. On trouve des enfants soldats dans la littérature parce qu'ils sont présents dans la vie, tout simplement. Autre phénomène aussi de ces dernières années, l'émergence d'une écriture féminine. Longtemps, les femmes ont été absentes des littératures africaines. Il faut attendre la fin des années 70 pour voir émerger Mariam Abba, Aminata Sofal, etc. Ces dernières années, les femmes arrivent en masse et s'emparent de sujets graves, de sujets douloureux. Elles vont parler, elles aussi, des enfants soldats, mais elles vont évoquer des thématiques, la polygamie, elles vont évoquer l'excision, thématique qui était jusque-là tue. Les femmes se sont emparées de ces sujets gravissimes. Phénomène aussi intéressant, c'est le fait que ces auteurs osent écrire sur le monde. Longtemps, un écrivain africain écrivait sur l'Afrique, et exclusivement sur l'Afrique. Son univers romanesque était circonscrit à l'Afrique. Ces dernières années, plusieurs auteurs vont dans le monde. Samy Tchak, auteur togolais, a écrit 2 livres qui se passent l'un en Colombie, l'autre au Mexique. Et je fais une parenthèse, mais c'est aussi une posture très difficile parfois pour les écrivains africains, car il y a des attentes du public vis-à-vis d'un auteur africain. Si dans une bibliothèque, ou même aujourd'hui, nous mettons rencontre avec Samy Tchak, auteur togolais, le public viendra en disant « je viens écouter un écrivain togolais, donc un écrivain africain, donc il va me parler de l'Afrique et du Togo ». Or, je vous l'ai dit, ces 2 avant-derniers livres se passent au Mexique et en Colombie. Et le public va dire « mais je suis venu pour entendre parler de l'Afrique et on me parle de la Colombie ». Ça, c'est la réaction en Europe. Mais il a exactement la même réaction au Togo. Si Samy Tchak vient au Togo et parle de la Colombie et du Mexique, on le lui reproche en disant « mais qu'est-ce que tu vas t'occuper des Mexicains et des Colombiennes ? Elles ne sont pas bien, les filles du Togo ?» Je dis les filles parce que son roman s'appelle « Filles de Mexico ». Donc vous voyez, il y a des attentes vis-à-vis des auteurs africains. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à l'évolution, c'est le fait que l'on va vers une normalisation de l'approche de ces littératures. C'est-à-dire que de plus en plus, on considère les littératures africaines comme une composante des littératures du monde. Et je terminerai là-dessus, et je crois qu'on va dans le bon sens en allant ainsi, c'est-à-dire qu'un auteur africain devient un auteur comme les autres, ce qui ne l'empêche pas d'être un auteur africain, ce qui ne l'empêche pas d'être un auteur ivoirien ou un auteur congolais. Mais il est admis dans la littérature du monde. Et si on va dans ce sens, il me semble logique, si on considère que Kuruma, pour reprendre l'exemple pris tout à l'heure, que Kuruma est un grand et est un bon écrivain, ce que je pense, eh bien il doit être classé entre Kafka et Kundera. Voilà, je termine sur ça. J'aurais d'autres choses à dire sur cette évolution, mais j'ai posé quelques jalons. Je pense qu'on pourra ensuite en discuter entre nous.